il y a plusieurs agents. C'est comment que la philosophie a été faite. C'est qu'il y a plusieurs agents. Il y a des IA pour juste peut-être détecter ça, d'autres pour détecter X, Y, Z, d'autres pour détecter A, B, C, D. C'est comme ça. C'est décentralisé. Donc, on a des agents IA qui évaluent les agents IA. Là, peut-être les gens vont poser la question, comment est-ce qu'on évalue l'évaluation de l'agent IA qui fait l'évaluation? Bref. Donc, on a un agent IA qui évalue la réponse, qui est censé évaluer la réponse. Ce qui est bien, c'est que, par exemple, pour cet exemple-là, nous avons des supports humains. Quand l'agent humain évalue la réponse, et voit que la réponse n'est pas très bonne, l'IA est en train de struggle, on passe la main à un support humain. Et ça a un peu l'air un peu futuriste. Et le côté archaïque, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est un dashboard. Tout est logué. Quand une requête rentre en même temps, le nombre de lettres qui est dans la requête, c'est logué, c'est calculé. La réponse de l'IA, elle est affichée. Est-ce que on a le truc qui est rentré est sorti? Est-ce qu'il y a un succès? Est-ce qu'il y a eu un échec? C'est logué. Tout est logué. Tout. Et on a sur le dashboard énormément de métriques qui nous permettent de piloter, d'avoir des exploitateurs qui nous aident. C'est pour ça c'est un peu, vous avez dit, c'est un peu archaïque, mais c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Aujourd'hui, nous faisons du streaming. Le streaming, c'est quoi? Quand vous parlez à l'IA, il vous répond automatiquement. La réponse n'est pas créée, puis vous est envoyée. Quand un mot est créé, il s'est envoyé automatiquement. Donc, c'est pas évident de mettre en place des garde-fous. Parce qu'on envoie mot par mot. Demain, plus tard, ce que moi je pense plus tard faire, c'est quoi? C'est envoyer peut-être paragraphe par paragraphe, phrase par phrase. Donc, quand l'IA génère un mot, je colle jusqu'à avoir un point. S'il y a un point, ça veut dire qu'on a une phrase ça. Et je mets un petit LLM, un petit Mistral qui réfléchit en une seconde comme ça, qui analyse. Ça, c'est le futur. Mais aujourd'hui, on a des agents IA mis en place pour évaluer. Et si c'est pas bon, on passe à des humains. Et on a mis en place un dashboard qui nous permet de voir toutes les réponses de l'IA, d'avoir des indicateurs, le nombre de tokens qui est consommé, le taux de succès, le taux d'escalade vers un humain, pour savoir que, ici, ça ne va pas bien. Ouais. Donc, un agent IA qui permet de faire le monitoring. Et quand il y a un souci, on switch vers un humain. Et deux, on a un dashboard avec énormément de métriques. Si je vais vous montrer là maintenant, là c'est privé, mais on a énormément de métriques qui nous permettent de piloter. Donc, quand on voit qu'il y a certains indicateurs qui flanchent, on sait qu'il y a un souci. Bon, c'est bon, hein? J'ai donné d'autres trucs. Ok, super. Comme j'ai même C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? On te reçoit, champion. Super. Donc là, sur cette partie d'évaluation, la question, je vais la répéter une fois encore, c'est comment définir si un agent a réussi sa tâche ou pas? Alors, je pense que pour moi, c'est très... Oui? Je réponds? Oui, vous allez aller en même temps. Donc, alors, pour définir qu'un agent IA a réussi sa tâche, vous avez deux possibilités. Soit vous faites du human in the juge, as juge, ou soit vous faites du LLM as juge. Alors, parlons du human as juge. Premièrement, pour définir qu'un agent IA a réussi sa tâche, dans le cadre du human as juge, vous allez vous servir uniquement de votre esprit analytique purement humain. Votre esprit analytique, c'est ça qui va vous permettre de déterminer si l'IA a réussi ou pas. Maintenant, comment est-ce que ça se fait? Vous allez utiliser ce qu'on appelle des outils d'observabilité. Un outil d'observabilité, c'est en fait un dashboard comme Langfuse, Langsmith, qui va vous afficher toutes les traces, toutes les requêtes faites par un LLM. Comment est-ce que ça marche? Lorsque vous installez Langfuse, vous pouvez aussi l'auto-héberger, vous allez avoir un dashboard où toutes les requêtes que vous allez faire, toutes les conversations, toutes les threads que vous allez créer vont s'afficher sur ce dashboard. Vous allez avoir l'input, le coût en input, le coût en output de chaque conversation. Lorsque vous envoyez un message, ça va s'afficher dans votre outil d'observabilité. Et lorsque l'IA également répond, ça va s'afficher. Merci beaucoup, tu l'as marqué ici, Langfuse et Langsmith. Langsmith, je ne le conseille pas trop parce que Langsmith, l'écosystème LangChain en cloud, c'est vraiment très cher. Mais Langfuse, vous pouvez le self-host, c'est-à-dire l'auto-héberger. Vous allez avoir tous ces métriques-là. Et qu'est-ce qu'il faut vraiment regarder pour définir que l'IA a réussi sa tâche? Premièrement, écrivez l'objectif
de votre agent IA. Qu'est-ce qu'il doit faire? Lorsque vous écrivez l'objectif de l'agent IA, maintenant, regardez, lorsque vous lui posez une question, lorsque vous testez délibérément votre agent IA, qu'est-ce qu'il répond? Au premier tour, dans Langfuse, là, je ne peux pas montrer directement le dashboard. J'allais faire une petite démonstration tout de suite pour vous montrer. Lorsque tu envoies un message, tu vas dans ton outil d'observabilité et tu regardes qu'est-ce qui s'est passé. Quelle est la latence moyenne? Ça, c'est le premier critère. Quelle est la latence moyenne? Combien de temps l'IA a mis pour répondre à la question que tu lui as posée? Deuxième chose, le coût en input. Quand tu as lancé la question là, il a consommé combien de tokens? Parce que le coût en input, il y a le prompt system, il y a le contexte, il y a le prompt system dans le contexte, il y a les appels d'outils, les résultats d'appels d'outils, il y a tout ça dans le contexte du LLM. Maintenant, vous allez regarder quel est le coût en input. Lorsqu'il a pris tout ça là dans son contexte, combien ça lui a coûté pour répondre à une seule question. Vous allez voir ça sur Langfuse. Après, vous allez également regarder le coût en output. Lorsqu'il a répondu, la réponse qu'il a donnée là, ça a coûté combien? Donc, vous allez voir tout ça et vous allez comparer. Est-ce que ce que je voulais qu'il fasse là et ce qu'il a fait, peut-être il a répondu exactement à l'objectif que je lui ai donné. Maintenant, est-ce que le coût en output, il n'est pas trop élevé? Le coût n'est pas trop élevé par rapport à la demande que je lui ai donnée. Ça, c'est une question que vous allez vous poser. Si vous remarquez que non, l'agent, il a certes bel et bien répondu, mais le coût est trop élevé, là, il n'a pas réussi sa tâche. Est-ce que vous me suivez? Lancez des petits likes si vous me suivez. Oui, on vous suit, je pense qu'on a lancé. Là, il n'a pas réussi sa tâche. Par contre, lorsque l'agent répond très bien, mais que vous voyez que le input en output n'est pas trop élevé, là, il a accompli sa tâche. Et pour quantifier le coût en input-output, ce n'est pas juste un message. Il faut tester plusieurs messages, plusieurs sessions. Et là, vraiment, après avoir, par exemple, testé 1000 messages, vous allez analyser tout ça et voir combien en coût de token output, input vous avez dépensé et quelle est la latence moyenne. La latence moyenne, c'est combien de temps l'agent met pour répondre à la question que je lui ai demandé. Donc ça, c'est le premier volet. Le premier volet, c'est Human as Juge. Vous utilisez pour cela des outils d'observabilité. Vous n'avez pas besoin de développer des outils vous-même, un dashboard pour tracer toutes les métriques. Il y a Langfuse, il y a Langsmith qui peuvent le faire. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire, les gars. Deuxième chose, c'est le LLM as Juge. Et si vous utilisez un modèle LLM pour analyser ce que l'agent a répondu et donner un score. Il fait en fait ce qu'on appelle du scoring. Ça va de 0 à 1. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez compris la notion de scoring? Voilà. Donc, parfait. J'ai reçu. Merci, les gars. Donc, vous utilisez ce qu'on appelle du LLM as juge, qui fait ce qu'on appelle du scoring. Il va donner une note en fonction des réponses de votre agent IA de 0 à 1. Et c'est là que vous pouvez savoir si l'agent a réussi sa tâche ou pas. Donc, vous avez deux possibilités. Soit utiliser le Human as Juge. Là, vous vous basez uniquement sur votre esprit purement analytique. Ou soit vous utilisez le LLM as Juge. Et moi, je fais les deux en production. Il y a le Human as Juge. Je vais sur les outils d'observabilité, Langfuse. J'analyse à chaque tour où est-ce qu'il y a eu erreur, où est-ce qu'il y a eu hallucination. Et je vois tout ça et j'itère en fonction de cela. Et vous avez aussi le LLM as Juge. Il a mis ça ici aussi. Le LLM as Juge qui permet de voir si l'agent a réussi la tâche qu'on lui a donnée. C'est simple. C'est les deux possibilités que vous avez. D'accord, super, merci. Avant de savoir s'il y a une contribution de la part des autres participants, il y a M. Daniel Samo qui veut participer. Je vais te donner la parole tout de suite. Je pense qu'il a couvert quand même ce qu'il faut faire réellement dans le contexte de l'observabilité d'un agent IA. Il y a Human in the Loop, il a appelé ça Human as a Judge. Et il y a aussi... Non. Faut pas. Non, oui, c'est pas que j'interprète mal. Je vais te dire exactement pourquoi je dis. Et si c'est pas bon, tu me corriges. Hein, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, frère. Il n'y a pas de problème. Quand je dis Human as a Loop, Human as a Loop, c'est toute une chaîne en fait de contrôle que l'humain peut porter par rapport à un système. Vous voyez? Human in the Loop, je veux dire. Human in the Loop. Mais tu as dit Human as a Judge. Ça, c'est par exemple quand j'ai mon Langfuse. Vous voyez, parce que sur Langfuse, c'est un tableau que vous avez le coût, l'appel, le nombre d'appels et tout. Mais par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés, vous pouvez
voir si, ok, ici, c'est comme si ça ne va pas bien. Ici, c'est pas ça. Ici, tel appel a trop consommé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Mais ça rentre aussi dans le human in the loop. Si je me trompe, vous pouvez me corriger. Et puis moi, je vais apprendre, il n'y a pas de souci. C'est ce que je voulais dire, en fait. On est tous là pour apprendre, mon frère. On est tous là pour apprendre. Il n'y a pas le feu. Alors, s'il y a un apport, vous pouvez... L'human in the loop et l'human as judge, c'est un peu différent parce que, tu vois, l'human in the loop, c'est lorsque l'humain intervient dans la boucle. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. L'human in the loop, c'est là. Je pose une question à mon agent IA. Avant d'exécuter l'action, tu vas voir, par exemple, avec Claude, lorsque je lui pose une question, parfois, il te demande autoriser. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'human in the loop. Il demande ton interaction. Par exemple, je vais prendre un exemple très bête. Chez Mobilas, on a développé un agent IA, par exemple un chatbot, avec lequel les gens vont discuter. Et maintenant, lorsque vous discutez avec ce chatbot, si vous dites à l'agent, je veux discuter avec un agent humain, il va appuyer sur pause, il va vous dire, je vais appeler un agent humain pour venir répondre. Et lorsqu'il dit ça, l'agent humain, il va venir dans la boucle et répondre à ta question. Donc, le human in the loop, c'est lorsque un agent humain intervient dans la boucle de l'agent. L'agent peut faire un stop, il fait un stop, il donne une réponse, ou bien il te dit, attends, je vais appeler un humain qui va venir répondre. Ça, c'est le human in the loop. Le human as juge, là, l'agent a terminé son turn, il a terminé le thread, et c'est à toi maintenant de venir et d'analyser ce que l'agent a produit. Je ne sais pas si tu vois. Donc, il y a une petite différence. Ça peut porter à confusion ici. Les termes là, c'est bizarre, ça porte à confusion, mais c'est complètement différent. Il y a le human as juge et le human in the loop. Le human in the loop, c'est vraiment lorsque tu interviens et toi, en tant qu'humain, pour terminer ce que l'agent a commencé. Donc, Claude, lorsque tu lui dis modifie ce fichier, il peut te dire autoriser, faire ceci. Est-ce que tu veux que je modifie le fichier index.html ou tu veux que je fasse ceci? Ça, c'est le human in the loop. Tu es intervenu dans la boucle. Mais le human as juge, ça, tu n'interviens pas dans la boucle, puisque en soi, il a terminé ce qu'il a à faire. Toi, tu viens juste analyser et itérer derrière, améliorer son prompt, ses outils, etc. Donc, c'est un peu différent, frère. Ok, super. Donc, à retenir, les gars, human in the loop, je pense, si j'ai bien regardé ça, c'est à la fin. Ça dit que lorsque la boucle de raisonnement est terminée, on a non, human in the loop, c'est lorsque tu participes à l'accomplissement de la tâche, et human as a judge, c'est à la fin de la réponse. C'est ça, non? Lorsqu'on a la réponse, on juge sur l'efficacité de cette réponse et tout. Je pense que c'est ça. Bon, j'ai lu des articles sur ça et tout. C'est à aller relire et à le corriger. Ça passe. Du coup, il y avait M. Daniel Samo qui voudrait apporter quelque chose. Donc, M. Daniel, vous avez la parole. Est-ce que c'est Daniel? Je pense que c'est Daniela. Hein? Ah, Daniela! Sorry. Sorry, hein? Oui, bonsoir, monsieur Thomas. C'est une dame, ce n'est pas un monsieur. Donc, je vais apporter une revue sur ce que vous avez déjà eu à faire sur l'évaluation de l'agent. Je ne sais pas si vous m'entendez là. S'il vous plaît, vous pouvez vous présenter. Bon, dites ce que vous faites déjà, c'est déjà bien, ça sera bien aussi. Je ne vous suis pas. Vous pouvez vous présenter à tous ceux qui suivent, comme ça au moins on pourra au moins avoir une idée de la personne qui intervient. Ça sera bien aussi pour vous. Ah, d'accord. Bon, désolé, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Daniela Samo et je suis pratiquante de la data engineering, donc tout ce qui a rapport avec la data et l'IA. Et je suis AI researcher dans le domaine de NLP, c'est-à-dire l'intégration des textes africains, des langues africaines dans nos systèmes intelligents que nous créons aujourd'hui. Donc, s'il faut aller à 10 000 pieds, c'est un peu ça ma vague présentation là. Donc, pour renchérir ce que mes prédécesseurs ont dit sur l'évaluation d'un modèle IA, d'un agent IA, autant pour moi, je dirais simplement pour résumer qu'il y a 4 piliers parce que je ne sais pas, je ne connais pas le niveau de chacun sur l'agent IA, le AI engineering. Je suppose peut-être qu'il peut y avoir des personnes qui débutent leur carrière ou leurs études dans ce qu'on est en train dans notre industrie en fait. Donc, je dirais les 4 piliers fondamentaux. Premièrement, on doit évaluer le succès de la mission. Est-ce que l'agent il a réussi cette mission pour laquelle on l'a créé en fait?
premièrement, c'est ça, la précision du raisonnement. Est-ce que dans son raisonnement, il y a une certaine logique? Est-ce que cette logique est bonne? Est-ce qu'il n'a pas halluciné à un certain niveau? Troisièmement, il y a l'utilisation des outils. Tu demandes à l'agent, par exemple, de faire ta réservation de billets. Dans Outlook ou Google Calendar, est-ce qu'il utilise les bons outils qu'il faut pour arriver à l'objectif? Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième que vous avez évoqué tout à l'heure, je pense, M. Aziz l'a si bien dit, c'est l'efficacité et le coût. La vitesse, est-ce qu'il prend 30 secondes ou 3 heures pour aller faire toute cette automatisation, là, autant pour moi, pour aller sur le site, réserver, remplir avec les bons identifiants, les bons noms. Et puis, combien de jetons il consomme au niveau du modèle de l'appel LLM? Est-ce qu'il consomme tant de jetons, le budget et tout cela? Moi, je dirais, en fait, en gros, ce sont les 4 principaux points sur lesquels vous devrez, l'on doit s'attarder lorsqu'on va évaluer un modèle en production. Bon, ça, c'est de façon superficielle, quoi, pour que nos jeunes frères et sœurs qui débutent puissent comprendre, enfin, avec un langage simple, ce qu'on est en train de discuter, en fait. Sinon, je pense que mes prédécesseurs ont dit avec des langages techniques rentre dans le même langage, en fait. Oui, c'est totalement Merci. ça. C'est totalement ça. Merci pour votre ajout. Franchement, vous avez tout dit. Et tout ce qu'elle vient de dire là, c'est le Human as Jugé. Tout ça, vous pouvez le voir dans l'outil qu'on a dit là, LangFuse et Langsmith. Vous avez tout ça là-bas. Elle a parlé du flux de raisonnement de l'agent, la chaîne de pensée. J'ai oublié, je n'ai pas parlé de cela. En fait, il y a plusieurs types de modèles. Il y a des modèles qui ont le thinking, la chaîne de pensée. Lorsque vous posez une question, vous allez voir, ça commence par lui-même à demander je vais d'abord commencer par, etc., etc., etc. Vous devez analyser ça. Il y a beaucoup, ça c'est une erreur que je vois fréquemment. Il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de juste analyser la réponse finale. Ils n'analysent pas la chaîne de pensée de l'agent. Et ça, c'est très pertinent ce que vous aviez dit. C'est très, très, très pertinent. Franchement, bravo à cela d'avoir rajouté cela. C'est très pertinent parce que, en fait, les gens, ils se concentrent uniquement, il y en a qui se disent qu'ils s'autoproclament AI ingénieur, ils se concentrent uniquement sur la réponse finale. Oh, il n'a pas donné la bonne réponse. Non, regarde la chaîne de pensée. Peut-être le modèle que tu as choisi n'est pas pertinent pour ce que tu veux faire. Les modèles sont bons pour une tâche en particulier. Par exemple, le modèle Claude Opus 4.8, il est bon pour du code, mais si tu lui dis de générer une image, il ne va pas pouvoir le faire. Donc, chaque modèle est spécifique à un but précis. Donc, en analysant la chaîne de pensée, comme madame ou mademoiselle l'a dit, tu peux savoir si c'est le modèle qui pose problème, etc. Donc, il y a plusieurs choses que tu peux voir. Il suffit juste d'installer LangFuse, tu l'intègres dans ton application et tu as énormément de métriques que tu vas pouvoir analyser pour déterminer derrière. Et ça, bien entendu, ça va faire appel à ton esprit purement analytique, ton esprit d'AI ingénieur. Si tu maîtrises l'AI engineering, tu sais quelles métriques prioriser, par exemple, le coût, la latence, etc. Donc, merci, mademoiselle, pour votre ajout. C'est totalement ça. Elle a tout dit. Bien, merci. Mademoiselle ou Madame Samon, désolé si j'ai appelé Daniel et tout. Donc, tout ce qu'elle vient de dire, je pense il y avait une partie que j'avais déjà commencé à rédiger et l'évaluation des tasks, est-ce que le résultat est bon, trajectory evaluation. Je suivais l'autre fois une conférence AI où ils ont bien expliqué ça. Peut-être après, je peux envoyer la vidéo à M. Eric qui peut partager ça à sa communauté. Et voilà, c'est les chain of thoughts dont elle parle, c'est dans l'évaluation de la trajectoire et tout. Bon, ouais. Bref, merci. Là, par exemple, tu vois, tu as affiché, j'avais même pas remarqué, tu as affiché task eval, trajectory eval, LLM. Ça, en fait, ce sont des métriques d'évaluation. Si vous utilisez des outils ça intervient dans le test des agents IA. Si vous utilisez PyTest plus DeepEval, en fait, c'est ce qu'on utilise pour tester les agents IA. On utilise... on crée en fait un dataset de tests. Il y a chaque test avec
l'input, l'output et l'actual output. Et ici, il a parlé de task eval, il y a task eval, trajectory eval, LLM as juge. Les trois, ça sert à quoi? Déjà, commençons par, là, je pars un peu dans les explications. Il y a, non, reviens. Il y a task eval. Ouais, je suis là. Task eval, ça permet de checker du true ou false. C'est en fait un booléen. Ça permet de vérifier, oui, il a réussi, non, il n'a pas réussi. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Hein. Il y a des trucs dans DeepEval, vous importez juste et DeepEval va le faire automatiquement. Donc, task eval, c'est du true or false. Oui, il a réussi, non, il n'a pas réussi. L'agent te le dira. Je dis l'agent. DeepEval te le dira. Trajectory eval, c'est l'analyse de la chaîne de pensée. Pas la chaîne de pensée, mais l'analyse du flux de l'agent IA jusqu'à obtenir un résultat donné. Est-ce qu'il a suivi le flux qu'il doit suivre? Est-ce qu'il a appelé le bon outil? Tu dis? Non, c'est bon, j'ai rien dit. Hein. Je pense que c'est bon. D'accord. Est-ce qu'il a suivi le bon flux? Est-ce qu'il a appelé le bon outil? Ça, Trajectory Eval permet de tester ça. Maintenant, le LLM as juge, on l'a déjà dit, hein, c'est juste un LLM qui va vérifier la fiabilité de ton système. Est-ce qu'il a répondu, il va donner un score de 0 à 1, plus le score est élevé, plus la réponse est susceptible d'être pertinente, d'être juste, plus la réponse elle tend vers 0, plus la réponse est susceptible de ne pas être ce qu'il fallait répondre. Donc voilà. D'accord, nous avons des mains qui sont levées. Il y a M. Justin. Donc, pour rappel, pour ceux qui viennent de joindre, peut-être, nous sommes en train de parler de comment savoir si un agent IA a réussi ou bien voilà, qu'il a fait. Donc, ici, on parle des évaluations, les coûts, les latences et tout. Et même s'il réussit, est-ce que dans nos objectifs, si on s'était fixé que nous, on a tel budget pour ça, mais même s'il réussit, il va dépasser ce budget. Est-ce qu'il a réellement réussi? Et madame a vraiment souligné en mettant en exergue 4 points sur lesquels on doit se baser quand il s'agit de l'évaluation. Elle a parlé de chain of thought, et je pense qu'elle expliquait sur aussi l'évaluation de la trajectoire de pensée, qui est chain of thought et tout. Donc, monsieur Julien, vous avez la parole. Et voilà. On va se donner 1 minute max pour chaque réponse parce qu'il y a beaucoup de questions à couvrir. Donc, voilà. Ok, moi je voudrais, bien avant qu'on puisse continuer, quand même de poser un petit peu les bases en ce qui concerne l'évaluation. En grosso modo, pour les agents, ce sont des systèmes un peu qui nécessitent un certain type d'évaluation. Aujourd'hui, on parle d'évaluation hors ligne et évaluation en ligne, ce qu'on appelle offline et online evaluation. En gros, le concept des deux, c'est quoi? Avant d'envoyer un agent en production, c'est-à-dire de le déployer en ligne pour que ce soit déjà utilisable, on va évaluer la fiabilité de ce qu'on déploie en ligne, de ce qu'on met en ligne pour que ce soit prêt à utiliser. Et lorsque c'est déjà en ligne, lorsque c'est en cours d'utilisation, lorsque l'agent est déployé, les gens sont en train d'utiliser, on va aussi évaluer est-ce que ce que l'agent produit comme le travail de l'agent, ce que l'agent fait efficacement son travail. Donc, bien nuancer le fait qu'on évalue un agent d'abord avant d'envoyer l'agent pour qu'il soit prêt à l'utilisation. Je ne vais pas entrer dans les détails sur comment est-ce qu'on fait ça avant. Et aussi après, on prend des échantillons, des conversations de l'agent sur lesquels on va évaluer. Où aujourd'hui, il y a la personne qui interagit avec l'agent peut évaluer l'agent. Il y a un petit aujourd'hui, il y a par exemple des boutons des questionnaires de satisfaction justement après une conversation, un petit pouce ou un petit feedback pour voir si est-ce que en fin de compte la demande, ce en quoi vous espérez en discutant avec l'agent, est-ce que ça a été atteint. Donc c'est bien important de nuancer ça avant même d'entrer dans les outils et les différentes métriques sur lesquelles on évalue l'agent. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Super, merci. Est-ce qu'il y a une main? Il y a M. Abdel qui voudrait ajouter. Est-ce que c'est toujours sur comment savoir si un agent a réussi ou pas? Non, c'est juste pour rebondir sur ce qu'il a dit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pour évaluer l'agent avant qu'il aille en production, ça se fait avec DeepEval et PyTest. Et pour évaluer l'agent lorsqu'il est en production, ça se fait avec les résultats ça se fait avec le contenu des utilisateurs, les vraies discussions. Dans le cas réel, tu prends ça, tu crées un dataset et tu prends pour tester et améliorer ton agent. Donc, c'est juste pour dire que
C'est exactement ce qu'il a dit. C'est juste pour rajouter le fait que avant que ça n'aille en prod, on utilise PyTest et Deepable. Et lorsque c'est parti en prod, on utilise les vraies conversations avec les utilisateurs. C'est tout ça. Ok, super. Donc, est-ce qu'il y a une autre intervention avant qu'on passe à la prochaine étape, à la prochaine question? Il y a ce document-là. Tout ce dont il parle, j'ai mis ça dans ce document, hein, même si le document est incomplet. Pour ceux qui sont débutants, peut-être, ils peuvent avoir ça. Je sais pas, une voiture dans vos débuts en même temps. Moi, j'ai commencé et je suis toujours dans le début, hein, et je fais tout avec les erreurs. Et ce mythe, en fait, c'est moi qui ai quand même organisé ça et j'ai envoyé à monsieur Abel qui a vraiment trouvé le sujet important d'être là et monsieur Julien qui s'est dégagé malgré ses occupations pour être là. Donc, nous sommes là ici pour apprendre des uns des autres et aussi pour apporter nos connaissances aux autres. Du coup, avant qu'on passe à la prochaine question, est-ce qu'il y a une autre intervention de la part des intervenants? Si pas, on va répondre à une question, hein, parce que quelqu'un a posé une question. On va répondre à ça très rapidement. S'il vous plaît, pourquoi on met toujours l'accent sur la modération de la consommation de tokens par l'agent? Plus l'agent consomme plus de tokens, plus il est performant, non? Bon, voilà. Vous-même, vous avez dit non à la fin. Donc, il faut qu'on vous dise en même temps que non. Avec les explications, est-ce que vous avez votre réponse, M. Gaëtan? Allez voir qu'on vient de dire beaucoup de choses qui peuvent réellement vous aider à avoir une réponse. Oui, M. Evan, si vous voulez répondre, vous avez la parole. Ok. Il faut mettre un accent sur le coût. Le coût. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils consomment plus de tokens que plus c'est bon. Les tokens, c'est un peu comme, on va dire, on a une moto aujourd'hui, on met de l'essence dedans. C'est pas parce que ça consomme plus de l'essence que la moto est plus rapide ou quoi que ce soit. Non. Plus ça consomme de l'essence, plus ça vous coûte à vous. Vous voyez? Je pense que j'ai répondu à cette petite. Vous avez rigolé. J'ai répondu. Plus la moto consomme de l'essence, plus c'est bon. Pas forcément. Pas forcément. Plus ça vous coûte de l'argent. C'est pour ça qu'il faut faire attention au nombre de tokens. Et des fois, même ça, c'est un indicateur pour dire que peut-être le modèle réfléchit trop. Voilà. Donc, le monde a toujours eu ce problème d'optimisation. Hein. S'il n'y avait pas ce problème d'optimisation, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Donc, du coup, non, hein, c'est pas ça. Comme il vient de le dire, c'est pas ça. Maintenant, on va donner, je ne vais pas répondre, je vais donner la parole à monsieur Daniel. Ah, madame, on a dit madame, bien sûr. Bon, madame Daniel. Voilà. Madame Daniela, vous avez la parole. Oui, pour répondre brièvement à ce que le monsieur a demandé concernant, disons, quand le modèle consomme plus de tokens, ça veut dire que oui, il est efficace. Non, moi, c'est non. Non, pourquoi? Je vais vous expliquer de façon simple, banale. Par exemple, vous prenez, vous lui posez une question. Combien font 2 plus 2? Le modèle prend, je dis n'importe quoi, 100 tokens pour répondre 4. Ça, c'est un modèle X. Un autre modèle prend, disons, 1 ou demi-token pour vous répondre 4 en peut-être 1 milliseconde. 1 milliseconde de temps pour moi. À votre avis, quel modèle vous allez choisir pour vos travaux? C'est le modèle qui prend 1 milliseconde et qui répond avec des demi-tokens, bien sûr. Et aussi pour rebondir, je pense que précédemment, on a essayé d'effleurer ce point-là. Ce n'est pas toujours un modèle qui dépense plus de tokens qui est plus efficace. Non. Essayez de voir, voilà pourquoi au niveau de l'évaluation, il y a un grand nombre de paramètres à prendre en considération. Si c'était seulement au niveau du coût et de la vitesse sur lesquels on devait se baser pour dire qu'un modèle est efficace, non, on devrait échouer carrément sur toute la ligne. Voilà pourquoi on prend en compte l'efficacité, la productivité. Est-ce qu'il a répondu de façon claire à la tâche pour laquelle il a été conçu? En quel temps? Le coût, les outils qu'il a utilisés. Vous voyez un peu. Donc, moi, je dirais simplement non, quoi. Il y a un tas de choses, un tas de paramètres à regarder et à prendre en compte. Je pourrais laisser place aussi à d'autres intervenants de pouvoir ajouter. Merci. D'accord, merci Madame Daniela. Et aussi, s'il vous plaît, désolé. Et comme je pense, soit c'est Monsieur Aziz qui a dit au départ, chaque modèle est performant en fonction de la tâche.
Vous n'allez pas demander à Claude de vous faire un montage vidéo ou de vous fabriquer ou de, comment je vais appeler ça, ou de donner une image, ou de, bref, de designer quelque chose, un plan d'architectural, non. Pourtant, il y a Gemini qui sait mieux le faire. Vous voyez un peu. Donc, je me dis, ça dépend de la tâche et ça dépend en fait du contexte dans lequel vous voulez travailler. Et je pense que c'est ce à quoi nous confrontons en tant que développeurs et ingénieurs tous les jours dans nos tâches avec les IA. Donc, on découvre autant, plus que vous, ce qu'un IA X est capable de faire plus que l'autre, en fait, en fonction de la tâche et du besoin. Merci. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Je pense que vous avez votre réponse. Il y a aussi une question à laquelle une question que je vais en même temps. Il y a beaucoup de questions. Hein. Donc, du coup, s'il vous plaît, est-ce possible d'avoir une session pratique? Pas sûr dans cette séance, mais M. Eric va en parler bientôt. Je vais lui donner la parole. Donc, a dit que les modèles vont tendre vers la consommation de moins de tokens. C'est toujours ça, hein, l'optimisation de l'usage des tokens. C'est toujours c'est le nerf c'est ce sur quoi les entreprises travaillent, surtout quand elles doivent utiliser les API des modèles frontiers. Vous voyez? Donc, dans sa question précédente, il a parlé de performance. Il dit, plus l'agent consomme plus de tokens, plus il est performant. Et je pense que madame vient de le souligner, ça dépend. C'est quoi vous mettez dans performance? Est-ce que c'est l'efficacité de la réponse ou c'est la rapidité de la rapidité de la réponse, c'est-à-dire le temps d'inférence ou un truc comme ça. Donc, il y a un juste milieu hein, qu'on utilise, des métriques qu'on suit par rapport aux objectifs qu'on a, hein, qu'on dit si l'agent est performant ou bien le résultat est efficace. Donc, il n'y a pas un truc statique, ça dépend des objectifs qu'on s'est fixés au départ. Les objectifs dont on parlait au départ, dont M. Abel parlait, pourquoi est-ce qu'on veut mettre un agent? Vous voyez? Tout part des objectifs en fait. Vous voyez? S'il brûle beaucoup de tokens et que vous avez un bon résultat, vous pouvez faire le compromis financier si réellement le besoin est crucial. Vous voyez? Et qu'il n'y a pas d'autre option, bien sûr, parce qu'il faut benchmarker, il faut aller lire ce que les autres ont fait et tout. Donc, il y a une question qui est là toujours, mais avant de passer à cette question, on va continuer. On va continuer par les questions que j'avais. Et d'ici... Ah, il est bientôt 19h. Hein. Donc, bon, OK. Maintenant, on a vu réellement comment savoir si un agent a réussi ou pas entre évaluer un LLM et évaluer un agent. Je pense que M. Abel a bien expliqué cette partie-là. Il y a la partie où on évalue un LLM. Ça, c'est par rapport à l'efficacité de sa réponse et tout. Et la partie où on évalue un agent. Parce que dans un agent, il peut y avoir plusieurs flows qui sont exécutés et tout. Et lui, il a parlé de l'enfuse et tout. Donc, je vais sauter cette question. Le dataset de test aussi. Lorsque l'agent est mis en production, on collecte les résultats, ce que M. Evan a fait, si je ne me trompe pas. Donc, il y avait une question par rapport à ça. C'est déjà répondu. L'évaluation des tasks, trajectory, je pense que madame a déjà couvert ça. Maintenant, dans un cas concret d'une pipeline agentique qui est mise en prod, comment est-ce qu'on peut gérer les hallucinations d'un LLM? Plus tard, on va toucher un peu les garde-fous, okay, tout ce qui est observabilité, garde-fous, harness, l'environnement et tout. Donc, comment est-ce qu'on évalue comment gérer les hallucinations d'un LLM? Hallucination, c'est lorsque un modèle vous fournit une réponse qui est carrément au-delà, à côté de ce que vous voulez. Il fait un mix de ce que du contexte dans lequel vous êtes et un truc qu'il invente. Voilà. Hallucination, c'est que le modèle invente des choses et il ajoute. Donc, du coup, je vais appeler qui aimerait répondre à ça. Ah, il y a une main. Madame Danielle, là. Vous avez la parole. Madame Daniela, vous avez la parole. Je pense que vous aviez votre mail. Est-ce que vous m'entendez? C'est comme si elle n'avait pas baissé la main avant. Ça m'a intéressé. Ok, du coup, ok. All right. Donc, la question actuellement, c'est comment gérer les hallucinations d'un LLM. Ok. S'il te plaît, tu as vu mon message dans le chat, non? Le message dans le chat. Un dataset. Il y a beaucoup de messages. Je vais devoir vous laisser. En fait, il dit pouvoir, ne pas pouvoir suivre quoi, pour la suite. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, comment évaluer, comment
à gérer les hallucinations d'un LLM? Monsieur Abdelaziz Hazim, plutôt, vous avez la parole. Comment est-ce que vous évaluez un LLM, le résultat, et comment est-ce que vous l'évaluez? Quelles sont les métriques que vous utilisez pour évaluer un LLM? Sur quelles métriques vous vous basez? On vient de parler de l'évaluation, non? Non, pardon. Pour gérer les hallucinations, je veux dire. Ah, ok, Attention, d'accord. Pour gérer l'hallucination... Non, c'est normal, frérot, c'est normal. Pour gérer l'hallucination d'un LLM, il y a plusieurs méthodes. Hein. Mais toutes ces méthodes, en fait, ça va... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, champion. Ah, je pensais qu'il voulait parler. Je peux parler? Tu peux aller, non? Tu peux aller. Ok, d'accord. Alors, pour gérer les hallucinations d'un LLM, déjà, vous devez tout faire pour ne pas laisser... Si vous êtes en production, pour gérer l'hallucination d'un LLM, faites tout pour ne pas que le LLM... faites le maximum pour que le LLM utilise le moins ses connaissances de pré-entraînement. Là, vous allez me demander, mais pourquoi? Le LLM, lorsqu'il utilise ses connaissances de pré-entraînement, la plupart du temps, c'est obsolète. Certes, il connaît des choses, mais On dirait qu'il a un souci, hein? C'est... Il est figé. Ok. Ok, je vais procéder. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Tu peux aller. Ok, super. Pour gérer les hallucinations d'un LLM, monsieur Julien voulait continuer. Je vais dire ce que je vais dire. Pour gérer les hallucinations d'un LLM, c'est aussi simple que ça. Il y a des paramètres qu'on peut activer, des paramètres qu'on peut toucher même autour du LLM parce que, pas parce que, il y a des paramètres comme la température, c'est son niveau de créativité où il suffit à ce que vous avez dans un contexte où il y a de la source, de la donnée que vous apportez. Le RAG, je pense qu'il en avait parlé et tout. Donc, il y a là les paramètres de température, il y a d'autres paramètres, hein, j'oublie les noms, c'est quand on travaille qu'on va en recherche sur ça. Mais je pense que la personne qui peut mieux nous répondre à ça, je pense qu'elle a touché un peu cette partie, ça doit être Madame Daniela. Je pense qu'elle peut nous dire quelque chose sur ça, peut-être. Parce que lors des entraînements, il y a des hyperparamètres, hein, on peut picoler avec ces paramètres. Et le paramètre qu'on utilise le plus, c'est la température. Donc, est-ce que Madame Daniela est là? On vous sollicite juste, si vous voulez bien. Ah ouais, Monsieur Julien, allez-y. Monsieur Julien, allez-y d'abord. Je pense que Monsieur Julien voulait parler. Comment est-ce qu'on réduit les hallucinations bien avant en fait de pouvoir penser à réduire les hallucinations du modèle, c'est d'une part de voir où est-ce que le modèle hallucine. Où est-ce que le modèle hallucine? Le modèle hallucine, ouais. En fait, il faut comprendre que la plupart du temps, nous utilisons des modèles pré-entraînés via des API. Par si on fine-tune ou on adapte un modèle à des retours spécifiques. Ouais, monsieur, on va vous revenir. Donc, monsieur Justin, pour réduire, moi je dirais pas plutôt réduire l'hallucination sur le modèle, parce que tout dépend des données que vous envoyez au modèle, à vrai dire. Donc, on a dit gérer, c'est parce qu'on a abusé un peu. C'est gérer les hallucinations, j'avais dit. Gérer les hallucinations. Ok. Pour gérer les hallucinations de façon générale, c'est de s'assurer qu'on envoie au modèle, d'une part, des données de qualité. C'est-à-dire, lorsque je conçois une application IA qui, par exemple, utilise les données d'une entreprise pour répondre à une question, je m'assure que les données que j'envoie au modèle sur lesquels, supposons que je construise un système, ce qu'on appelle Retrieval Augmented Generation, par exemple, je m'assure que les données que j'envoie au modèle sont des données de qualité. Aujourd'hui, la data engineering définit une donnée de qualité sur 6 mesures au total. Daniela est mieux placée pour nous détailler ces 6 modèles, mais je m'assure que les données que j'envoie au modèle déjà sont des données de qualité.
Maintenant, en deuxième position, je m'assure que je choisis le bon modèle pour la tâche que je veux. Je ne peux pas prendre n'importe quel modèle pour pouvoir construire mon application. Hier, on a parlé de ça plus haut. Donc, sur ça, je peux ensuite ajuster les paramètres. Aujourd'hui, on parle de la température. Si on veut que le modèle soit plus créatif ou moins créatif, ainsi de suite, vous avez d'autres paramètres à ajuster en fonction du modèle, en fonction du fournisseur, ainsi de suite. Tous ces facteurs, surtout la qualité de la donnée, font que le modèle a moins de chances d'halluciner en fonction des données qu'on lui envoie. C'est ce que je dirais. D'accord, monsieur Julien. Je pense que c'est ça, hein, la qualité de la donnée à laquelle notre agent ou bien notre LLM est exposé, la gestion des paramètres et tout, le niveau de créativité du modèle. Mais monsieur Abel est toujours là, il veut apporter ou continuer dans son explication avant, bien sûr, de solliciter la participation le prompt système, hein, le cadrage du prompt système. Merci, monsieur Steven. Donc, monsieur Abdel, vous êtes là. Donc, voilà. Ouais, je vais continuer. Alors, pour gérer l'hallucination d'un modèle, je disais qu'il faut tout faire pour que le LLM se base rarement sur ses données d'entraînement. Vous allez me dire, mais s'il ne se base pas sur ses données d'entraînement, qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, c'est très intéressant, c'est là-bas qu'on va parler du context engineering. Il faut enrichir son contexte. Et pour enrichir son contexte, on utilise plusieurs techniques. Le RAG hybride, non, jamais le RAG. Le RAG hybride, c'est ça qu'on utilise en production. Le tool calling, donc c'est pour cela également qu'on crée des outils de recherche. L'agent, ou le LLM, il doit appeler un outil pour aller faire la recherche, pour récupérer le résultat et avant de répondre, enrichir son contexte avant de répondre. Il y a également le fine-tuning, QLoRa ou LoRa. Mais bref, globalement, il y a des techniques qu'on utilise pour permettre à l'agent d'enrichir son contexte avant de répondre à une question. Si on ne le fait pas, l'agent, il va forcément halluciner parce qu'il ne sait pas de quoi on parle. Même si tu lui donnes un prompt long comme mon bras, tu vas juste avoir, comment on appelle ça, le lost in middle. Lost in middle, c'est lorsque tu as énormément de choses dans la fenêtre contextuelle de l'agent, l'agent, il ne va pas tout retenir. Il va retenir seulement les trucs qui sont au début et le reste, il va oublier. Laissez les trucs qu'on vous dit que non, Gemini 3 points à 1 million de fenêtres contextuelles, ceci, cela. Non, c'est faux. Même s'il a 1 million de fenêtres contextuelles, mets 1 million de trucs dans ça, on va voir. Mets 1 million de données dans sa fenêtre contextuelle, on va voir. Il ne va jamais pouvoir répondre à toutes les questions. Il va juste répondre aux questions qui arrivent en premier et le reste, il va oublier. C'est ça qu'on appelle le lost in middle. Donc, faites tout pour enrichir le contexte du LLM en utilisant des procédés, des techniques comme le RAG, le Retrieval Augmented Generation, ou implémenter des outils que l'agent il va appeler lorsque tu lui poses une question. Si c'est une question relative à un événement récent, l'agent il devra appeler cet outil pour aller faire la recherche sur Internet. Ça doit être un tool de searching. Il va appeler cet outil pour aller faire la recherche sur Internet. Si c'est une question concernant vos données personnelles, vos données internes, l'agent, il doit appeler un outil qu'on a implémenté, un outil RAG, pour aller chercher l'information, venir enrichir son contexte et ensuite seulement répondre à ta question. Mais jamais il doit utiliser ses données d'entraînement brutes pour répondre à la question. Parce que lorsqu'on développe un agent IA, on le développe pour un cas précis. Donc là, on n'a pas besoin de sa puissance en termes de ce qu'il a déjà. On a besoin de sa puissance pour exploiter nos données et répondre à la question qu'on lui a posée. Donc, c'est comme ça qu'on gère l'hallucination. Je pense que j'ai répondu à la question. D'accord, monsieur Laoni, merci beaucoup. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les gens, je pense que l'interaction dans ce mythe, c'est ce qu'ils font. Hein. C'est vrai de venir monter des proof of concept, des prototypes de trucs qu'on a déjà mis en place, expliquer ce que ça fait. Mais c'est bien vrai de repartir à la base et de parler des concepts clés, hein, de fouiller et puis d'apprendre des uns et des autres. Moi, j'ai appris. Hein. Bon, moi, j'ai appris. Peut-être j'ai apporté quelque chose aussi. Mais c'est ce qu'il faut dans les communautés, en fait. Dans les communautés tech, c'est pas juste venir faire des démos, monter des interfaces et tout. Mais il faut échanger sur des sujets afin de mieux construire. Donc, je vais déjà donner la parole à monsieur Eric, qui a quelque chose à vous dire, je pense. C'est celui-là qui est... J'ai voulu que ce mythe-là passe par sa communauté parce que bon, il est actif. On n'allait pas le faire
en l'air comme ça. Mais il y a beaucoup de questions auxquelles on devrait répondre. Je ne sais pas si on aura le temps. Oui, monsieur Ousmane. Parce que vous dites que vous voulez quitter le mythe, c'est ça? Bonjour, bonsoir à tous. Moi, j'aimerais poser juste une question, et histoire de permettre à tout le monde de comprendre quelque chose. Puisqu'on a parlé des hallucinations et comment gérer les hallucinations et avec les intelligences artificielles. Et vous avez parlé du RAG, vous avez parlé du fine-tuning. Maintenant, ma question est de savoir quand est-ce qu'il faut partir sur du RAG et quand est-ce qu'il faut partir sur du fine-tuning. Et maintenant, quand on utilise le fine-tuning, est-ce qu'il faut aller sur du LoRa, l'adaptateur LoRa, ou alors du LoRa? Donc, c'est juste ce que je voulais poser comme question, et pour que tout le monde puisse comprendre, y compris moi. D'accord, merci pour la question, monsieur Ousmane. Votre question, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut passer sur du RAG ou quand est-ce qu'il faut partir sur du fine-tuning. Et pour ceux qui ne savent pas, le fine-tuning, c'est prendre un modèle déjà pré-entraîné et l'entraîner sur vos données. C'est-à-dire que le modèle, comme monsieur Azim Abdel l'a dit, le modèle a été entraîné sur des données, souvent des données historiques du passé. Maintenant, vous avez un besoin, vous voulez fine-tuner, vous voulez l'exposer à vos connaissances pour d'éventuels cas d'usage. Je ne vais pas répondre, j'ai déjà des mains qui sont levées et qui... Non, c'est toujours monsieur Ousmane. C'est pour répondre à votre propre question ou... Ok, monsieur Julien, allez-y. C'est une très bonne question, hein, monsieur Ousmane. Merci pour la question. La première question, il faudrait faire du fine-tuning ou faudrait faire du RAG. Pour rappeler globalement, le RAG, c'est un système qui permet de pouvoir chercher une information dans un ensemble. Ça peut être... qui permet de chercher une information, en fait, dans un système, on va dire ça. Maintenant, le fine-tuning, c'est une technique qui permet de pouvoir prendre un modèle pré-entraîné, de pouvoir entraîner le modèle sur des données spécifiques pour que le modèle s'adapte à répondre d'une façon spécifique. Je prends un exemple, on va prendre un modèle open source sur Hugging-Face ou n'importe quelle plateforme. On va prendre, je sais pas moi, Mistral et entraîner ça avec certaines techniques sur des données médicaux par exemple, pour que l'assistant puisse savoir répondre comme un médecin ou je sais pas, sur des données qui ont trait au droit et tout ça, pour que l'assistant puisse répondre comme un juriste, par exemple. Ça, c'est globalement le fine-tuning. Mais la question, est-ce qu'il faudrait partir sur du RAG ou du fine-tuning? Maintenant que les bases sont posées. C'est simple. D'une part, est-ce que vous avez la capacité de réentraîner un modèle? Bon, on va prendre plusieurs paramètres, mais à mon sens, le paramètre le plus important, est-ce qu'on a la capacité de pouvoir réentraîner un modèle? C'est pas de pouvoir fine-tuner, je dis ça fine-tuner parce que réadapter, ça peut réentraîner, ça peut porter à confusion. Est-ce qu'on a déjà cette capacité? Quand je parle d'avoir cette capacité, c'est plusieurs paramètres. Déjà, les compétences qu'il faut. Deuxièmement, l'infrastructure. Aujourd'hui, il y a énormément de plateformes qui permettent de pouvoir fine-tuner rapidement des modèles. Troisièmement, les données. Est-ce qu'on a les données en quantité suffisante pour pouvoir fine-tuner un modèle? Pouvoir en réentraîner un modèle, réadapter à une donnée spécifique. Lorsqu'on veut faire juste une tâche qui nécessite juste de pouvoir chercher de l'information, délivrer une réponse, ainsi de suite, le RAG passe très bien, parfaitement. Mais lorsqu'on a besoin de pouvoir entraîner un modèle, de pouvoir le réentraîner pour qu'il s'adapte à un langage spécifique, pour qu'il s'adapte à un comportement spécifique. Aujourd'hui, ChatGPT ou n'importe quel modèle, certains modèles en tout cas, répondent avec une réponse très large, très longue, avec un ton spécifique. Si je veux modéliser le comportement du modèle, la bonne solution, c'est de partir sur le fine-tuning. Mais une bonne alternative, c'est de pouvoir juste modéliser le comportement du modèle avec ce qu'on appelle les instructions système, ce qu'on appelle système prompt. Avec le système prompt, aujourd'hui, on peut personnaliser le modèle en lui donnant un persona. Mais si on veut faire un persona, disons, un peu plus avancé, où on veut vraiment modéliser le caractère du modèle, ajuster ses hyper-paramètres, et ces paramètres sur lesquels le modèle a été entraîné, ajuster ces genres de couches, je vais dire couches, c'est très technique,
on va vouloir partir sur du fine-tuning. Donc, j'espère que c'est assez clair aujourd'hui. Si vous avez besoin de faire quelque chose, ne pensez pas directement au fine-tuning. Voyez, est-ce que le RAG peut me permettre de faire ça? Est-ce que, en mettant un système de RAG, est-ce que je peux adapter le comportement du modèle grâce au système prompt, ainsi de suite? Mais aujourd'hui, le fine-tuning à lui seul ne permet pas de résoudre le problème. Aujourd'hui, on fait un couplage hybride, c'est-à-dire on va fine-tuner le modèle pour qu'il puisse répondre avec un personnage spécifique, avec un ton spécifique, avec une manière spécifique. Mais bon, ça reste toujours le modèle qui n'a pas les informations à jour. Donc, on va mettre en place maintenant le RAG. Donc, ça fait un système hybride. On personnalise, on fait du fine-tuning, on met du RAG pour qu'on ait quelque chose de plus efficace. Donc, en soi, l'un seul ne suffit pas, l'autre seul ne suffit pas, mais c'est un couplage des deux. Maintenant, en termes de technique, pour pouvoir fine-tuner un modèle, tu as voulu comprendre, je crois, la différence entre LoRa et QLoRa. Basiquement, le LoRa, c'est juste créer un adaptateur et utiliser l'adaptateur. Au lieu de pouvoir réentraîner certains trucs, on crée juste l'adaptateur. Là, le QLoRa, le Q, c'est juste le Q devant le LoRa, c'est juste quantitation. En gros, la quantitisation, c'est une technique qui permet de réduire le poids des modèles. Plutôt qu'on a un gros modèle aujourd'hui, on peut quantitatiser le modèle pour avoir un modèle de petite taille avec des modèles sur, au lieu d'avoir un modèle peut-être de 32 bits en mémoire pour chaque élément, on va juste peut-être quantitatiser. Bien sûr, on perd en précision en passant peut-être de 32 bits à 8 bits ou 4 bits aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir sur des modèles open source, vous allez voir des conventions normales, vous allez voir Q, vous allez voir M devant, vous allez voir 4 devant des chiffres 8, vous allez voir 32 devant. Vous savez que ce sont les modèles qui ont été quantitatisés. Donc aujourd'hui, entre QLoRa et LoRa, c'est juste que quand on passe de LoRa à QLoRa, on fait une quantitisation, c'est-à-dire on réduit la précision des bits. On va potentiellement passer de 16 bits à 8 bits ou à 4 bits, et tout, sachant aussi qu'on perd en précision en faisant une quantitisation du modèle. Monsieur Julien, merci beaucoup. Merci. Je pense que tous ces points-là, ce que monsieur Abel a dit, ce que Julien a dit, c'est réuni, c'est en gros, c'est ça, quoi. Et l'autre a souligné le prompt. Dans le prompt, pour bien mettre le prompt en place, le prompt système, il faut connaître le besoin métier, le contexte dans lequel vous êtes et tout. Et pour mettre le prompt et puis les instructions et tout, ce que le LLM doit suivre. Et le RAG, tout ce que vous venez de dire, c'est ça. Si besoin de fine-tuner, si vous avez la ressource et que la seule option, c'est fine-tuner après étude, vous le faites en suivant ce que M. Julien vient de dire. On ne va pas donner encore une parole sur ce point. Je pense qu'on va essayer de répondre aux questions. On a le temps d'ici 30 ans, on va stopper le mythe. On n'était pas préparé à un tel niveau d'interaction dans le mythe. Donc, voilà, il y a des questions auxquelles nous devons répondre. Les supports en ligne et les conseillers. Quelles sont les meilleures ressources pour apprendre la programmation informatique et l'IA en anglais et en français si possible? Bon, Stanford et tout. Monsieur Eric va si vous êtes dans sa communauté, je pense qu'il va vous envoyer une liste. Je pense qu'il avait conçu une liste pour ça. Il y a une autre question. Vous pouvez m'aider avec les questions qui sont là. Les supports en ligne et conseillers, selon vos expériences, sont pour la plupart du temps déployés sur WhatsApp ou sur le web. Je pense que nous allons donner la réponse à M. Julien. Je pense que les supports, c'est both web et puis par WhatsApp si les clients sont gérés par WhatsApp. Bon, je vais tout de même donner la parole à M. Julien. Je pense que dans ses explications à voir, il met en place des assistants à la gestion de la clientèle. Donc, M. Julien. Je peux mieux quand je n'ai pas compris la question. C'était pas la question. La question, c'est les supports en ligne, c'est-à-dire les conseillers. Là. Selon vos expériences, sont pour la plupart du temps déployés sur WhatsApp ou sur le web. Ok. À vrai dire, ça va dépendre de là où nos clients sont, là où les gens essentiellement. On va plus viser l'accessibilité, on va dire ça comme ça. Si la clientèle est plus sur WhatsApp, potentiellement on va mettre des assistants sur WhatsApp ou sur le web, ou on va mettre ça un petit peu partout sur le web. Aujourd'hui, il y a aussi des assistants, ce qu'on appelle voice assistant. C'est pas que un chat par texte. Il y a aussi des assistants que vous pouvez voir juste en composant un numéro
c'est sur WhatsApp. Bon, je veux dire, il y a ça des assistants. Il y a ce qui permet de faire le support via WhatsApp. Bon, ce sont des personnes derrière, je pense. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai la possibilité de pouvoir réserver un billet de train. Quand j'étais de l'autre côté, de faire un billet de train directement via WhatsApp, réserver un billet de train, puis tout ça, c'est possible. Donc, vraiment, c'est le but final, c'est de pouvoir rendre l'assistant plus accessible à tout le monde. Donc, on le déploie vraiment partout, que ce soit WhatsApp, mais le web, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas vraiment une procédure ou un système dans lequel on va se dire que c'est mieux, mais on va juste vivre là où il y aura plus d'impact. Super. Et il y a aussi des réponses que des gens ont suggérées dans le chat. N'hésitez pas à visiter le chat pour lire les réponses. Il y a surtout M. Ousmane qui a contribué, M. Antoine, merci M. Antoine, qui a ajouté M. Antoine surtout. Donc, lorsqu'on réalise un fine-tuning d'un modèle de langage, quelles sont les bonnes pratiques pour éviter le catastrophic forgetting ainsi que les problèmes de suivi des instructions? Instruction following. La question vient de M. Ousmane Dassame. Ce sont des concepts auxquels je ne me suis pas encore exposé. Donc, voilà, M. Julien, vous avez la parole. Alors, lorsqu'on fine-tune un modèle, je pense que tu en parles, c'est que tu as probablement déjà fait l'expérience. D'une part, la manière dont on construit les données sur lesquelles on va faire le fine-tuning aujourd'hui. Lors de la construction des données, vous avez plusieurs manières de construire des données. Vous avez par exemple une construction des données en se basant sur ce qu'on appelle instruction following, je crois, c'est-à-dire vous dites à l'assistant, c'est un peu comme du few shots, vous lui donnez la question et puis la réponse avec une structure. Vous avez d'autres façons de fine-tuner, d'autres façons de construire les datasets ou les données sur lesquelles vous allez en fait entraîner votre modèle. Donc tout dépend vraiment de ce que vous attendez de votre modèle, le comportement que vous attendez de votre modèle. En fonction de ça, vous allez construire les données, soit faire du instruction following, soit faire du question answer par exemple, où il y a plusieurs façons en fait, en fonction du besoin que vous avez construire les données. Justement, pour éviter pourquoi on a la question pour ces problèmes de forgetting, c'est juste de construire un bon dataset. Tout dépend de vraiment la façon dont on construit les données. Si on construit les données de la manière dont on attend comme résultat, en tout cas, on élimine un gros risque déjà. On mitige déjà un risque en fait, de pouvoir faire face à ce problème dont tu as parlé. Ensuite, le reste sont des hyperparamètres, de comprendre tel hyperparamètre, ça sert à quoi, ainsi de suite. En fonction de ça, ajuster et puis on a un bon fine-tuning. Super, monsieur Ousmane, j'espère que vous avez eu votre réponse. Le fine-tuning d'un modèle sur une plateforme n'est-ce pas risqué par rapport aux données? Là, vous voulez toucher la souveraineté de la donnée. Ça dépend des objectifs que vous avez. Et vous pouvez, il y a des gens qui flaguent certaines choses afin de passer aux entraînements sur les données cloud. Bon, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait, mais on va passer la parole à qui voudrait la prendre. Quelqu'un a répondu, ça dépend à mon avis de la nature des données utilisées pour le fine-tuning. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est de ça que je parlais en parlant de souveraineté de la donnée. D'ici une minute, on va passer la parole à M. Eric pour clore le meeting. Mais là, il y a M. Abdelaziz Azim qui demande la parole depuis là. Donc, je vais lui donner la parole. Sûrement, c'est pour répondre à une question. Pour éclaircir quelque chose. Ouais, non, je devais répondre aux questions d'Ousmane, mais où est son nom? Celui qui a parlé avant, là, il y a Julien. Voilà, Julien a été pertinent sur ce point, donc je ne pense pas que ça soit encore pertinent de m'étaler dessus. Maintenant, pour revenir à la question de M. Sawadogo Steven, le fine-tuning d'un modèle sur une plateforme, n'est-ce pas risqué par rapport aux données? Alors, tu as bien précisé, c'est le fine-tuning. Tu demandes si le fine-tuning est risqué ou si le fine-tuning sur une plateforme
comme Together AI, etc., est risqué. Ça, parce que c'est au cas par cas. Est-ce que c'est le fine-tuning? Je pense qu'il veut parler du fine-tuning sur du cloud, les outils cloud, parce que quand on n'a pas de ressources locales, on envoie nos données sur le cloud, blablabla. Je pense que ça doit être ça. Monsieur Ousmane, monsieur Sawadogo, vous pouvez prendre la parole, il n'y a pas de souci. Vous pouvez éclaircir votre question, au besoin, bien sûr. Oui, bonsoir à tous. En fait, c'est justement ce que monsieur dit Thomas a chose à souligner, hein, la question. D'accord, super. Alors, faire du fine-tuning en local, si tu as les ressources, pourquoi pas, mais je doute ici que vous ayez les H100 ou les H200 de NVIDIA. Il n'y a personne ici qui peut se permettre d'acheter de tels GPU. Alors, c'est... En fait, la réponse, elle doit être nuancée. Elle doit être nuancée, c'est un peu risqué, mais tu es obligé de le faire, quoi. Je ne sais pas si tu vois. Tu es obligé de passer par Colab ou Kaggle pour fine-tuner tes modèles parce que tu n'as pas les capacités de t'acheter un H100. Ou si tu as 10 000, 15 000, 20 000 $ qui dorment quelque part, tu peux. C'est risqué dans le sens où on ne sait pas vraiment, même si on te dit, même si tu vas sur ton compte Google Colab, Kaggle, tu vois que non, les projets que tu as créés, c'est juste toi qui vois. On ne sait pas les Américains parce que les Américains, on ne sait jamais. Hein, ils peuvent utiliser ces données. Voilà. Lorsque tu importes ton dataset dans Google Colab, ton dataset dans Kaggle, on nous dit que non, ils ne font rien avec ça. Mais bon, c'est les Américains, on ne sait toujours pas. Donc, c'est un peu dangereux. Même moi, je me méfie. Hein. Je me méfie, je suis là je souffre avec mon RX 7700 XT. J'essaie de faire du fine-tuning, mais fine-tuning qui va te prendre 1 semaine, 2 semaines, là, champion. T'es obligé de rester. Oui, il y a un compromis, je pense qu'il y a un compromis à faire souvent. Et ça dépend de la stratégie ou de la donnée. Ouais, même après, même si c'est du QLoRa ou du LoRa classique, bah, 64 gigas de VRAM, c'est pas... Bien. Donc, je pense que vous avez votre réponse, M. Sawadogo. Je vais d'abord, avant de donner la parole à M. Eric, nous devons clôturer. Normalement, on devait clôturer avant. Je vais sincèrement remercier tous ceux qui sont là ici. Okay? On était 40 et quelques au départ. Bon, certains sont partis. Tous ceux qui ont quand même résisté. On a coupé le courant, champion. C'est à cause du délestage. Voilà. Les gens ont disparu, c'est à cause du délestage. Donc, je tenais à remercier particulièrement nous tous ici présents. Et maintenant, bon, tous ceux qui étaient au milieu de la conversation, monsieur, conversation tant dans le chat que dans le Meet lui-même. Donc, monsieur Azim, merci, monsieur Julien, merci, Eric, Evan qui n'est pas là, Ousmane, et surtout madame Daniela Samou. Une fois encore, je ne sais pas pourquoi j'ai vu Daniel au lieu de Daniela. Peut-être, voilà. Donc, merci à vous. C'est la première fois qu'on a une femme ou bien une dame dans une session où on parle de AI et tout, hein, parce que, monsieur Eric, si je ne me trompe pas, une femme qui participe activement, je pense qu'on doit aller checker son LinkedIn rapidement, hein, à l'ancienne. Voilà. Dites-moi, excuse-moi un peu. Allez tous. Je ne sais pas où c'était madame, j'ai vraiment aimé son intervention parce qu'elle est très pertinente. Madame Daniela, je ne sais pas où elle se trouve, si c'est LinkedIn, TikTok, peu importe, les gars, allez vous abonner. Franchement, il faut encourager les femmes dans la tech. Il manque cruellement de femmes dans la tech. Vous êtes là juste des hommes tout le temps. Je ne sais pas si c'est le manque de communication ou est-ce que, je ne sais pas pourquoi les femmes ont souvent peur de la tech. Même dans les universités, tu vas rarement retrouver les femmes alors qu'elles ont énormément de choses à apporter. Ce qui est bizarre, c'est que je suis connecté déjà à elle sans savoir même. Ah bon? MLP, Word. Je vais aller checker voir. Et les gars, je suis le premier, donc allez-y, soutenez. Également, monsieur Abdelazim, il crée du bon contenu autour de tout ce qui est AI Engineering, Machine Learning, programmation, Python et tout. Ah. Donc, son contenu, c'est de ouf. Vous n'allez pas savoir que c'est le contenu d'un jeune Togolais. Et dans ce cas, je tiens à féliciter monsieur Abdelazim pour son dynamisme dans l'écosystème tech et tout. C'est ça. Voilà, monsieur Julien qui est un expert. Moi, je l'appelle expert parce que je l'ai côtoyé. Il est venu récemment. Normalement, il doit repartir, mais je l'ai côtoyé. Vous avez su lire à travers ses explications qu'il comprend ce qu'il dit et qu'il maîtrise des choses qui sont importantes à écouter.
Également, même chose pour Madame Daniela. Je pense que Eric, il faut garder leur contact, les inviter Oui. one by one. D'accord. Et voilà, il faut suivre les séries, comment je les ai organisées. On avait parlé d'agents, aujourd'hui on a tranché un peu sur les agents. Et maintenant, introduire également des sessions pratiques. Je pense que oui, si tu arrives à pour les sessions, s'il te plaît, pour les sessions pratiques, c'est déjà dans le programme. J'avais déjà prévu des sessions. Donc tu peux taquiner M. Abdelazim qui peut venir vous faire moi, M. Ousmane, et M. Ousmane aussi, je ne suis pas sûr qu'il est togolais, Sawadogo. Tous ceux qui sont là ici, qui peuvent apporter une plus-value, il faut les contacter. Il faut quand même qu'ils m'écrivent, parce que je vais mettre mon numéro. Vous allez m'écrire, parce que... Non, c'est toi qui dois les écrire, champion. Oui, mais tu vois, c'est que le souci... Non, écoute, le souci, c'est que je peux aller comme ça sur LinkedIn, mais j'ai déjà me connecter, mais ça ne va pas aller vite. Mais si c'est pas moi, je garde vite le truc. Okay. C'est pas tout le monde qui est actif sur LinkedIn. Vous voyez un peu. Okay. C'est ça qui est bizarre. Donc, merci à tous pour votre présence. J'avais organisé le programme du Meet. J'ai envoyé les informations à Abdel. Il était happy to be here. Julien également happy to be here. Donc, merci à tous et bonne fin de... C'est la soirée pour certains. C'est la fête pour d'autres. Ouais. Et c'est toujours le PC collé aux yeux pour d'autres. S'il vous plaît, je veux avoir le slide, si possible. On peut l'avoir, le slide là. Est-ce que vous êtes dans la communauté de Monsieur Julien? Je n'ai pas parcouru le slide, mais ils ont tout dit. Tout ce qu'il y avait dans le slide que j'avais préparé, ils ont tout dit. Ah, d'accord. Mais je vais vous envoyer ça. Je vais envoyer ça à Monsieur Eric et il va partager ça. Je vais partager Monsieur Abel, vous avez quelque chose à dire? Vous avez quelque chose à dire? Si vous avez quelque chose à dire à nos chers, vous leur dites ça. Sinon, moi, c'est bon. Monsieur Justin a demandé. Merci à vous. Donc, bye bye, les gars. À moins que quelqu'un ait quelque chose à dire. Si Madame Daniela veut dire quelque chose aussi, attention, on va donner la parole à la femme. Attends, d'accord. J'aimerais simplement remercier tout le panel, tous ces talents-là africains qui ne cessent de porter du haut la main, défendre en fait la cause de l'Afrique, parce que je pense que si nous continuons comme ça avec nos interventions au travers des meetings et des sessions pratiques en ligne, parce qu'il faudra toujours commencer quelque part. Donc, comme cela s'est fait déjà en ligne, la présentielle, je pense que ça pourra venir avec le temps. Donc, je tiens vraiment à féliciter toute l'équipe d'organisation et à vous encourager à faire autant plus pour les prochaines fois et à inviter d'autres experts, parce que moi, je ne peux pas dire, quand je dis experts, c'est trop dur. Nous sommes tous à la recherche de l'information. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes experts. Voilà pourquoi M. Di Thomas a dit au départ que nous sommes là pour apprendre et interagir. Donc, que ce soit dans le panel ou les auditeurs, si vous avez un mot à dire, vous pouvez lever la main. Donc, j'apprécie vraiment l'initiative et bien de belles choses à vous, quoi. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Franchement, merci. À chaque meet, ça m'encourage encore plus à continuer à créer d'autres sessions et ainsi de suite. Et toucher plein d'autres domaines. Franchement, IT Hub, je pense que l'objectif s'accomplit et ça avance petit à petit. Donc déjà, merci pour vos encouragements. Je viens de mettre le numéro. Merci surtout à vous. En fait, personnellement, je me sentais un peu fermé en fait étant dans ce domaine-là. D'accord. Sincèrement. D'accord. Donc il a fallu moi que je prenne part à ce mythe-là pour être un peu ouvert, quoi. D'accord. Donc pour moi, c'est un réel plaisir. Moi. Merci à vous. Et j'espère vraiment que ça ne va pas s'arrêter là. Ça va continuer. Oui, ça va continuer, bien sûr. Il y aura plein d'autres mythes, il y aura plein d'autres sujets qu'on aura à explorer. Parce que déjà, on n'a pas encore fait de pratique. Ça, c'est un truc qu'on est en train de résoudre actuellement. Pouvoir maintenant faire des mythes pratiques. Déjà, je vois que la théorie, déjà, ça attire plein de personnes. Donc, la pratique, j'imagine même pas. Donc, ce que je pourrais peut-être demander, c'est de partager, de republier déjà si vous aimez déjà la communauté et de partager autour de vous. Donc, je vais de mettre mon numéro. Vous pouvez m'écrire sur ce numéro. Comme ça, je pourrais quand même vous réserver une place au devant quand même de la scène. Nous organiserons peut-être d'autres conférences aussi, peut-être en présentiel même, au Togo ici. Et c'est dans le futur, nous verrons ça quand même.
Donc, d'abord, c'est qui? Moi, c'est Eric Tondao. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan. On va vous déplacer. On va vous déplacer. D'accord, on va vous déplacer. D'accord, ça marche. Hmm. Ok, Donc, merci. c'est un peu ça. Donc, moi, c'est Eric Tondao. Je suis développeur, designer et puis spécialiste en automatisation. Donc, déjà, c'est une communauté que j'ai eu à créer il y a de cela, je pense, 3 mois pour pouvoir pallier à ce souci d'expérience et de non-partage de ce qu'on connaît, des ressources que nous avons. Donc, c'était vraiment ça. De bonnes choses arrivent. C'est juste qu'actuellement, on vient de débuter, donc peut-être vous allez voir quelques soucis ici par là, mais déjà, nous avançons petit à petit. Donc, j'organise une formation en IA générative pour ceux qui veulent participer. Je viens d'envoyer les détails un peu. Bon, j'ai envoyé ça quand même en annonce dans la communauté, qui se passera du 25 au 28 juillet. Donc, que ce soit en IA générative, que ce soit de la génération du texte, d'images et de vidéos. Donc, ça pourra peut-être aider pour tous ceux qui veulent, des entrepreneurs, des étudiants, tous ceux qui veulent participer quand même et acquérir des compétences en IA générative. Donc, merci déjà encore une fois à vous qui êtes toujours présents à chaque meet. Franchement, ça fait toujours plaisir. Je vois que l'objectif, comme je le dis toujours, ça avance. Donc, encore une fois, merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, hein, soit on fait. Dit Thomas, il m'a initié l'idée. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas? Parce que je pense que c'est une masterclass vraiment. Comme je l'ai mis sur la fiche, c'est vraiment une masterclass. C'est pas encore fini. Il y aura d'autres parties qui viendront, d'autres sessions encore plus animées. Bien, merci à tous et bonne soirée à tous. Bye bye. Merci à toi aussi. Ok, donc, je sais pas, écrivez-moi sur ce numéro-là, si c'est que vous avez toujours ce numéro, et on sera en contact. Je vais copier le lien de Madame Daniela. Je vais consulter son LinkedIn. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas. Si vous avez des collaborations et vous avez des universités dans vos pays qui pourraient collaborer avec nous, soit des entreprises, nous pourrons collaborer à long terme sur des meets, sur des conférences et tout. Nous venons de débuter, mais c'est déjà un pas quand même. Donc, n'hésitez pas si vous avez des collaborations, des partenariats, bien sûr. Ok, bonne soirée à tout le monde. Et puis, c'est un bon week-end. Ne buvez pas trop, hein. Ne buvez pas trop. Consommez avec modération.